Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, fin d'un week-end très chargé au PSG puisqu'ils nous ont officialisé deux signatures, sûrement les deux joueurs qui ont le plus fait parler durant le mois de juin, Lee Kang-in et toute la hype qui s'est créée autour de lui, et Lucas Hernandez, son côté clivant marseillais, incertitude, blessure, salaire, indemnité à verser au Bayern, bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo, sans oublier le début du week-end qui a été fanfaronnant avec cette interview Mbappé France Football et la guerre de com qui s'en est suivie par le PSG, sans oublier qu'aujourd'hui, c'était repas de famille, mais surtout jour férié parce que le PSG a bouclé un transfert, un départ de Mauro Icardi pour 10 millions à Galatasaray, ce qui paraît assez inattendu. Alors, vous me direz, on peut s'en réjouir d'un côté, de l'autre, ça reste une des pires catastrophes industrielles de l'histoire du club. Et 10 millions pour un joueur que tu as payé 50 sans les bonus, tu me diras, les bonus, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été levés vu ses performances, ça reste quand même un massacre, tout simplement. Surtout que c'était censé être le remplaçant de Cavani et qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de numéro 9. Bon bref, on va revenir dans cette vidéo parce que j'y trouve quand même du positif, sachant que j'avais des gros doutes sur les capacités de Galatasaray à le recruter définitivement. Commençons par Lee Kang-in qui a donc volé de Séoul à Paris hier. Il avait passé ses tests médicaux il y a quelques semaines déjà, avant que la rumeur enfle dans les médias. Et donc hier, il est venu pour faire l'interview, 75 secondes, machin chouette. Ça a été officiel, donc jusqu'en 2028, contrat de 5 ans. Là, il n'y a rien à dire sur la durée du contrat. On parle d'un mec qui avait 23 ans quand les rumeurs sont sorties, mais qui en a aujourd'hui 22, parce que la Corée du Sud a changé, il y a 1 ou 2 semaines, ses modalités de calcul de l'âge. C'est-à-dire qu'avant, là-bas, quand tu naissais, tu avais 1 an direct. Donc ils avaient tous 1 an de plus que nous par rapport à notre manière de calculer. Et à chaque fois, tu prenais 1 an au 1er janvier et pas à ta date d'anniversaire. C'est-à-dire que si tu étais né le 31 décembre, le 2 janvier, tu avais 2 ans. Même si tu as 2 jours dans la réalité. Ils sont revenus aux modalités internationales, puisque je crois qu'il n'y a plus du tout de pays. Le Japon et le Tibet faisaient ça aussi, mais ils ont abandonné il y a longtemps. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui calcule comme ça. La Corée du Sud ont arrêté. Lee Kang-in a donc 22 ans. En plus, né en février, donc il vient de les fêter il y a 4 mois. Ça fait plaisir et tous les supporters sont contents parce qu'ils ont vu toutes les vidéos. C'est vrai qu'on parle d'un joueur qui a du ballon, évidemment, hein, qui est un très bon dribbleur. En matière statistique et d'impression visuelle, dans la densité très bon, qualité de passe aussi, la percussion, la fréquence des appuis. Alors du côté marketing, bien sûr, ne pas sous-estimer le fait que le PSG ait ouvert un compte en sud-coréen hier, pile à la signature du joueur. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire, et je pense aussi que, alors peut-être qu'en nombre, tu auras moins de Sud-Coréens que d'Argentins qui sont venus pour Lionel Messi sur les 2 ans de Messi ici. Par contre, je pense que les Sud-Coréens ont un pouvoir d'achat quand même supérieur aux Argentins. C'est-à-dire que les mecs sur Ticket Place, je pense qu'ils pourront payer plus cher que ce que les Argentins payaient. Et quand ils iront au Parc des Princes, les Sud-Coréens, je pense qu'ils consommeront et tout ça. Donc niveau marketing, pareil, les maillots, voilà. Ils les achèteront, boutique officielle, machin chouette. Donc ça, c'est vrai que c'est pas à négliger. C'est le premier joueur asiatique, si on peut dire, mais vraiment Asie, là c'est Asie de l'Est. Donc voilà. Bon, je veux pas être pessimiste parce que c'est vrai que le joueur, j'ai vraiment aussi très envie de le voir sous les couleurs du PSG. Un joueur que je vois plutôt relayeur gauche, milieu offensif. Luis Enrique d'ailleurs, pareil, question à lui poser en conférence de presse, comment il voit Marco? J'ai le souvenir du match contre Manchester City avec Pochettino en septembre 2021, où Marco est numéro 6. Et je me dis, pourquoi pas tenter Marco numéro 6, Lee Kang-in relayeur gauche, Emmanuel Ugarte relayeur droit. Le problème, c'est que tu manques peut-être de qualité dans les projections dernier tiers. Mais dans tous les cas, peu importe ton système, aujourd'hui l'effectif est construit tel que ben ouais, en fait, si tu signes Gabri Vega, ce serait le milieu qui se projette le plus et le mieux. Parce qu'aujourd'hui, nos forces en présence, c'est quand même très compliqué. Et nos recrues, c'est un peu pareil. Par exemple, Lee Kang-in, ne le voyez pas comme un ailier. C'est quelqu'un qui dribble, ok, mais une fois qu'il a réussi à passer son joueur, il ne va pas enclencher sur une conduite de balle de 30 mètres. C'est pour ça qu'il ne déborde pas beaucoup. Et pareil, dans le dernier tiers, voilà, pas forcément la lucidité. Donc vraiment, c'est pour ça que les recrutements comme ça, où tu as un petit peu de hype parce que voilà. Alors tu as payé plus que la clause. Ça peut paraître bizarre. Bon, tout le monde pense que c'est pour essayer d'étaler le paiement sur plus d'années avec Majorque.
pourquoi pas. En plus, il n'y avait pas d'autres clubs positionnés sur le joueur, donc pas forcément de surenchère. Et puis une clause, c'est une clause, hein. Si tu veux augmenter ton offre, tu augmentes la salariale vis-à-vis du joueur, tout simplement, ou les commissions de l'agent. Donc voilà, ne pas oublier que quand tu viens de Liga, que voilà, tu as un gabarit un petit peu petit, frêle, l'adaptation en Ligue 1, l'appréhension des duels, comment ça va se passer. On parle aussi d'un joueur qui est formé à Valence, qui le rejoint à 12 ans, donc il parle parfaitement espagnol, ça c'est cool pour son intégration, hein, parce qu'on a en tête sud-coréen, machin, mais en réalité, il est tout autant européen dans la mesure où il est arrivé ici, je crois, à 11 ans ou 12 ans, avec sa famille en plus, hein. C'est-à-dire que voilà, ils étaient vraiment là, ils faisaient pas les allers-retours à Séoul, machin, pour aller voir ses parents. Non, non, ils sont venus à Valence tous, ils ont fait les efforts. Et par contre, on parle aussi d'un joueur qui a été libéré quand même de son contrat à Valence pour qu'il puisse partir. Bon, il y a eu quelques papiers qui étaient sortis, pas vraiment sourcés. J'en parle, mais vous en faites ce que vous voulez. Comme quoi, voilà, dans le vestiaire, il n'avait pas forcément le meilleur comportement. Il a pris aussi des cartons rouges un peu bêtes aussi à l'époque. Donc voilà. Je veux juste apporter un peu de nuance parce que c'est vrai que là il y a la hype, tout le monde est là-dedans, sans être pessimiste, vraiment de nuance parce que moi aussi j'ai hâte de voir le joueur sous nos couleurs. Lucas Hernandez, s'il y en a bien un que vraiment je valide, je pense qu'en fait lui, intrinsèquement sans les blessures, c'est la recrue que je mets numéro 1, quoi. C'est vraiment la recrue que je préfère parce que la réalité, c'est que c'est vraiment le seul de tous qui est gratin mondial. C'est-à-dire que Lucas Hernandez, top de sa forme, on parle d'un mec qui côtoie vraiment les tout meilleurs défenseurs du monde. Skriniar, je pense pas qu'il soit à ce niveau au top de sa forme, même. Alors après, bien sûr, il y a les blessures. Voilà, il y a les blessures. Mais de l'autre côté, l'investissement, on ne pourra jamais le remettre en cause parce que c'est quelqu'un qui donne tout, qui était qui a fait une belle convalescence aussi des croisés. Parce que dire qu'il revient des croisés, c'est une chose. Mais s'il revient des croisés comme Bernat, c'est sûr que c'est pas comme s'il revenait des croisés comme Memphis Depay à l'époque. Voilà, Memphis Depay qui bat un petit peu la science, qui revient plus rapidement que prévu, et Bernat qui se tape une infection après l'opération. Là, Lucas Hernandez, il en est plutôt bienvenu, on est en 2023, la science a évolué, donc le genou, comme il l'a dit, il va pas trop mal. Normalement, il devrait être apte pour le premier match. Je crois que c'est contre Lorient le 13 août. Voilà. Puis il va faire un peu la préparation avec nous. Ça, c'est cool aussi, d'avoir quand même 5 recrues qui vont être là dès la reprise. C'est-à-dire que l'année dernière, si tu veux être honnête, Carlos Soler, qui arrive le 31 août en provenance de Valence, chez qui il voulait absolument rester, où il voulait un contrat de 10 ans, je crois, un petit peu à la Williams à Bilbao. Au final, il arrive ici, il est un peu déboussolé, il a 2 minutes par-ci par-là en matière de temps de jeu. C'est un miracle qu'il soit sélectionné par Luis Enrique à la Coupe du Monde, qu'il adore au passage. Donc, voilà, si tu veux être objectif, là, tu as une vraie excuse sur Carlos Soler. L'excuse de l'adaptation, elle est valable. Elle l'est un petit peu moins pour Vitinha qui signe très tôt et qui fait la tournée au Japon et tout ça. Là, on a bien fait les choses. Maintenant, au milieu de terrain, j'attends quand même la classe mondiale, là, quoi. À un moment donné, le milieu qui se projette. Gabri Veiga, j'aime bien, c'est un bon prospect. Mais de l'autre côté, par exemple, à gauche, où je ne sais pas si Gabri Veiga, tu peux en faire un titulaire tout de suite, vraiment prendre quelqu'un. Alors bien sûr, l'idéal en tant que relayeur droit, c'est Barella. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment a le profil de box-to-box, qui t'a mis de très beaux buts en Ligue des Champions, qui te montre que le dernier tiers, c'est sa maison. Voilà, il connaît, il sait très bien comment se déplacer, il a le geste juste, très tranchant. Bon bref. Alors Lucas, le seul bémol, et je dois avouer que quand j'ai vu ça, j'étais déçu. J'étais déçu. Le joueur, intrinsèquement, pas de problème. J'ai listé toutes ses qualités, combativité, machin chouette, rapidité, capable de porter le ballon à la reprise, va toujours emmerder l'adversaire, à lui mettre des coups et tout ça. Bon, bref, vous savez quel genre de joueur c'est. En plus, polyvalence, capable de jouer latéral gauche. Si ça peut réduire le temps de jeu de Bernat et le pousser à se casser, ce serait pas trop mal. Mais, contrat de 5 ans. Alors que même Loïc Tanzi, pas que Fabrizio Romano, nous parlait d'un contrat de 3 ans. Ça aurait été l'idéal, 3 ans, parce que là, on parle quand même d'un joueur qui est beaucoup blessé, et au-delà de ça, contrat de 5 ans, alors qu'il touchait 15 millions à l'année au Bayern, là, je pense que du coup, on part plus sur 18. Ça veut dire que tu as 2 contrats à 18, avec Marquinhos, qui vient de prolonger. Sur 5 ans, ça fait beaucoup quand même. Enfin, là, je dois avouer que je mets quand même un bémol là-dessus. 5 ans à 18 patates. Après, de l'autre côté, tu as payé 40 fixes, 45 selon les sources, ça varie un petit peu. Dans tous les cas,
voilà, ton amortissement sera à moins de 10 millions par an sur 5 ans, alors qu'à 3, tu aurais été à plus de 10 millions, plus 12-13, tu vois. Mais bon, c'est vrai que ça me... Ouais, 5 ans, 3 ans, j'étais vraiment très content et je suis déçu qu'au final, on lui donne ça. Je sais pas pourquoi le club fait fuiter dans les médias à chaque fois des durées de contrat qui sont fausses. Parce que Fabrizio Romano s'est trompé sur toutes nos recrues. Il a à chaque fois annoncé des mauvaises durées de contrat. Alors on se fout de sa gueule. Moi, le premier sur Twitter, les gens qui me suivent, je crois qu'ils sont au courant. Parce que là-bas, on est un peu en mode troll. Mais objectivement, tous ces mecs-là sont fournis par le club ou l'entourage des joueurs. Je ne sais pas trop ce qui se passe. On sait très bien que les contrats sont signés depuis des semaines, mais les journalistes, la veille de l'officialisation, ne sont pas au courant de la durée. Ils ont la mauvaise. Je ne comprends pas trop. Alors peut-être qu'il y a des histoires d'options dedans. Enfin bon, les options au PSG, si c'est comme celle d'Mbappé, qui est juste à la bonne volonté du joueur, où le club n'a rien à dire et se retrouve dans la merde un an après, ça ira 2 minutes, hein, les options. Bon bref, Lucas Hernandez qui te dit, d'ailleurs, phrase que j'ai retenue, alors on lui a demandé PSG Marseille, il a dit plus grand club de France, PSG machin chouette, mais il a surtout dit j'attendais de rejoindre le PSG depuis un bon moment, et il a dit que toute sa famille était ici, qu'il vivait un petit peu tout seul à Munich, et qu'il voulait se rapprocher d'eux. Évidemment qu'au-delà du salaire, il y a la raison personnelle de rejoindre la France. Bien sûr qu'il n'allait pas le faire en signant à l'Olympique de Marseille, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui évolue au Bayern, qui est gratin européen. Donc voilà un petit peu pourquoi il vient chez nous, c'est évident, il ne faut pas se leurrer. Mais après voilà, il y a plein de joueurs légendes du club aujourd'hui, Thiago Silva, Zlatan, qui sont venus... Bon, lui en plus, enfin, c'est même pas comparable avec Zlatan et Thiago Silva, ma comparaison est fausse, parce que les deux viennent un peu à reculons, alors que lui, en réalité, il vient pour la famille, mais ça fait des années qu'il le veut. C'est-à-dire que dès 2020, on a les rumeurs. Voilà, je pense que son agent a forcé quasiment tous les mercatos pour venir. C'est une piste quand même qui a survécu à 3 entraîneurs et 2 directeurs sportifs. Je ne sais pas si on se rend compte. Voilà. Alors à moins que ce soit une piste de Nasser, qui le veut absolument, qui est amoureux de lui, le joueur a quand même fait un beau forcing, parce que tous les ans, la rumeur ressortait, hein, évidemment. Bon, passons à Mbappé. Là, c'est très intéressant, j'ai un avis tranché. Alors, dans France Football, il nous a dit, vous avez vu, hein, on a fait ce qu'on pouvait en Ligue des Champions, il faut parler aux gens qui font l'effectif et construisent le club. Nous, les joueurs, on a été confrontés à notre plafond de verre, c'est une question pour au-dessus, pas pour moi. Évidemment, hypocrisie, hein, parce que au-dessus... Bien sûr qu'ils font n'importe quoi, mais le premier des n'importe quoi, c'est lui avoir donné un contrat qui n'est pas du tout un contrat de joueur de foot. Voilà, c'est le contrat d'un dictateur qui a la main mise sur tous les domaines du club. La mère chez les féminines, rappelez-vous, hein, avec l'histoire Amraoui Diallo l'année dernière, elle a été impliquée dedans, Faiza, pour la prolongation. Le père chez les jeunes, Luis Campos, Julien Ménard. Ryan Cherki cet hiver, la rumeur, même si ça s'est pas fait, on va voir si ça va ressortir. Bon bref, il y a quand même beaucoup de choses, et puis surtout les médias. Au-delà de son influence dans le club, c'est les médias. Parce que tu te dis, ce qu'il dit hier, honnêtement, j'aime pas faire des comparaisons, mais ce qu'il dit hier, si c'est ne serait-ce qu'un joueur étranger qui te dit ça, et je dis pas Neymar, hein, juste un joueur étranger, il se fait massacrer partout. Riolo revient de vacances pour faire son plateau avec Gilbert Bribois et cracher dessus à 23h du soir. Avec tous les auditeurs, les gros tocards qui prennent la parole dans l'after, là, qui te racontent n'importe quoi, tu sais pas de quelle planète ils viennent, et c'est évident. Voilà, ça c'est d'abord la première vérité, et puis ensuite, bien sûr que le joueur, faut poser la question à eux au-dessus. Bah oui, mais ceux au-dessus, tu les connaissais quand tu as signé ton contrat en 2022, et nous dis pas que tu l'as signé pour l'amour du club, parce que évidemment, sinon tu aurais signé sur le long terme, et puis surtout, pour l'amour du club, t'aurais pas pris en otage le club financièrement qui derrière peut pas faire un mercato. Hein, voilà. Que nos dirigeants soient un peu simplés et se rendent pas compte de ce qu'ils font, qu'ils réfléchissent après avoir agi, ou alors qu'ils réfléchissent que en termes de marketing, tout le monde le sait depuis des années ça. Enfin, et puis c'est comme ce que je dis tout le temps, il faut être le dernier des naïfs pour croire aux promesses de Nasser. Mais qui croit aux promesses de Nasser de te faire un gros mercato? Non mais sérieux quoi. Qui croit à ça? Il va pas nous faire passer ça. Bref, le plus important, c'est ce qui s'est passé derrière. Parce que derrière, tu as Arthur Perrault pour RMC Sport. Arthur Perrault, faut savoir que c'est celui qui a un peu repris le flambeau après le départ de Loïc Tanzi, de RMC pour l'équipe. Arthur Perrault, c'est celui qui te balance mardi pour la conf de Luis Enrique. C'est celui qui balance en premier que si la conf prend du retard, c'est parce que l'avion de Nasser est en retard. Voilà. Donc c'est lui qui a été un petit peu porte-parole de Nasser là-dedans. Dès le lendemain, il avait l'exclusivité sur la clause de fidélité qu'il fallait payer la moitié, 40 millions, avant le 31 juillet, concernant Mbappé.
Et là, hier, il nous sort qu'il y a 6 joueurs du PSG qui ont contacté Nasser pour se plaindre des déclarations de Mbappé, que c'était une insulte au club, et que parmi les 6 joueurs, il y avait 2 recrues. Donc vous comprenez bien qu'Arthur Perrault, on parle quand même d'un sacré porte-parole du club. Hein. Je pense que recouper les informations, bon, je veux pas être mauvaise langue, mais voilà, ça doit pas... voilà. Bon, Sky Sport, ils ont dit la même chose. Ben Jacobs, journaliste anglais, vous savez très bien que Nasser a beaucoup d'entourage à Londres. Canal+, Olivier Talaron, alors lui je sais pas trop ce qu'il vient faire là, lui à chaque fois on l'entend bord pelouse pour poser ses questions de merde à nos entraîneurs le samedi à 17h, mais là il est venu, il a fait la paraphrase, il a dit, alors visiblement le club l'a contacté pour en faire un porte-parole hier, c'était un CDD, voilà, c'était de l'intérim, il a fait de l'intérim porte-parole du club. Autant vous dire, les gars, j'y crois absolument pas à cette information. Que 6 joueurs se soient plaints à Nasser, j'y crois pas parce que, première raison, si c'était vrai, ces 6 joueurs sont en tort. Au-delà des déclarations de Mbappé, quand tu es joueur du PSG, tu t'adresses à ton entraîneur, tu t'adresses à ton directeur sportif, qui sont tes premiers relais. Tu n'as pas une liaison directe avec ton président. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. 2 recrues. Tu viens de signer au PSG, tu vas pas te plaindre de Kylian Mbappé quand même dès la première déclaration. C'est surtout que nos recrues. Hier, la réalité. Déjà, c'est que hier, on avait d'officiels Skriniar, Ugarte et Asensio. Lee, ils le font le soir. Et Lucas Hernandez aujourd'hui. Parmi les 3 que j'ai cités là, qui étaient officiels, Skriniar se mariait, Asensio pareil. Je les vois bien s'éclipser pendant le 20 d'honneur, lire, feuilleter France Football et appeler Nasser pour se plaindre, ces deux-là. Hein. Donc en réalité, sur les 5 recrues, on nous dit qu'il y en a 2, ben, l'étau est resserré, c'est soit Ugarte, soit Lee, soit Lucas Hernandez. Les gars, franchement, on n'est pas les derniers des naïfs quand même, les gars. Qu'est-ce que tu vois Lee Kang-in, qui en plus hier était en vol entre Séoul et Paris, appelé Nasser, même Ugarte, qui fasse l'Uruguayen pêcheur un peu Cavani, même Lucas Hernandez, ça n'a aucun sens. Lucas Hernandez, il te dit, j'ai parlé avec Mbappé pour signer au PSG, on sait très bien que les deux sont proches, et que si tu signes Lucas Hernandez, c'est aussi pour faire plaisir à Mbappé. Ça n'a aucun sens. Je crois absolument pas à cette information qui, pour moi, a été inventée par le club de A à Z pour essayer de créer un contexte défavorable à Mbappé qui lui donne envie de faciliter le départ, ou à minima, qui lui donne envie de réagir publiquement pour que derrière, il soit dans un cul-de-sac et que l'opinion publique se retourne contre lui. Pareil, les mecs, 3 heures après, les joueurs, ils ont réagi. Attends, en 3 heures, les joueurs ont eu le temps de lire France Football, d'appeler Nasser, et qu'ensuite Nasser en parle à son entourage qui en parle à la presse. Bon, et puis vu les sources, par exemple, si c'était un Loïc Tanzi, là, je te dirais, là, c'est clairement Nasser. C'est Nasser où vraiment les gars qui sont autour de lui, son premier cercle. Mais là, Arthur Perrault, j'ai envie de te dire, c'est même pas Nasser qui orchestre tout ça. En fait, c'est juste des vieux gars qui tournent autour de Nasser, qui doivent balancer ça, mais même pas l'entourage premier cercle. Voilà. Après, c'est que des suppositions, hein, mais enfin, c'est des mecs qui sont pas ultra fiables, quoi. Et puis surtout, ça n'a pas été confirmé par mass média. Puis RMC, honnêtement, que ce soit Arthur Perrault ou les autres, hein, on sait tous que c'est vraiment paillasson, porte-parole du club. Rappelez-vous quand même, Roten, alors lui, c'est le porte-parole des deux. Lui, c'est porte-parole de l'entourage de Mbappé, parce qu'on sait qu'il est proche de la mer, et porte-parole du PSG. Ah mais non, mais là, rappelez-vous, septembre dernier, quand il vient... quand il fait venir Luis Campos pour que Luis Campos fasse le procès d'Antero Henrique en heure de pointe, Roten s'enflamme à 18h, hein, à l'heure où tous les supporters parisiens sont leur voiture à les écouter. Si ça, c'était pas de l'émission orientée pour protéger, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, honnêtement, sur cette histoire de guerre de com, j'y crois absolument pas. Et j'ai aussi envie de dire, c'est la première fois que j'ai eu une pensée compatissante pour nos joueurs nuls, les Vitinha, les Carlos Soler, les Fabian Ruiz et tout ça. Parce que ces mecs-là, alors ils sont nuls, évidemment, ils font une mauvaise saison, pas de problème à le dire, mais ils arrivent dans un vestiaire où il y a le penalty gate avec Neymar, Mbappé, les tensions, tout machin chouette. Pendant toute la saison, on sait très bien que, voilà, il y en a eu. Hein, après Monaco, ça se fight avec Luis Campos, Marquinhos, Neymar. Pour que Marquinhos se pète avec le directeur sportif, faut vraiment que les mecs soient à cran dans le vestiaire. Bon bref. Donc ils arrivent dans un vestiaire qui est un peu pollué depuis la prolongation d'Mbappé, qui n'a rien à voir, qui n'a aucune logique de football sportif.
2, sur le terrain, les mecs sont obligés de cavaler pour Mbappé et faire avec les envies de Sa Majesté. J'ai quand même en tête le pauvre Vitinha qui, dès le mois d'août contre Montpellier, porte la balle. Attends, c'est quoi cette action? C'est l'action où Mbappé s'arrête là. Mbappé s'arrête de jouer parce que Vitinha lui a pas fait la passe, tu sais, il s'arrête, il n'est pas content. Vitinha continue l'action et au final, il y a un centre qui passe, enfin, qui est vraiment dans les 5,50 m. Si Mbappé avait poursuivi l'action, il aurait marqué. Ça, c'est l'exemple parfait. Voilà. Maintenant, après, ces joueurs restent nuls aussi, mais par exemple, le changement de système, le 3-4-3 s'est soufflé fin septembre, début octobre. Mais bon, on était sur des matchs de retour de trêve internationale. C'est logique que les joueurs soient un petit peu émoussés physiquement. Et puis surtout, on sait très bien que le grand tournant, c'est la story Instagram d'Mbappé après le match contre Reims. Bon, bref. Et là, aujourd'hui, ces mêmes joueurs sont utilisés par le club pour la guerre d'image parce qu'on nous dit qu'ils se plaignent d'Mbappé. Eh les gars, sérieux, vraiment c'est une des rares fois où j'ai envie d'avoir une pensée pour eux parce qu'ils sont arrivés dans un truc, mais c'est la folie quoi, c'est un truc de dingue. Bon bref, Icardi, selon l'équipe, 10 millions. Bon, alors c'est pas sur indemnité parce que là, concrètement, on fait opération blanche, voire des pertes. Parce que je rappelle que on le signe pour 4 ans parce qu'il y a eu l'année de prêt. Voilà, pour 50 millions. Donc, si les 50 millions, tu les amortis sur 5 ans en comptant l'année de prêt, ça fait donc 10 millions par an. Donc, au final, tu fais opération blanche aujourd'hui, comme tu le vends 10 millions à un an de la fin de son contrat. Par contre, je ne sais pas du tout si en fait les amortissements, quand il y a un prêt, c'est sur les 4 années du contrat qui est signé après le prêt ou si c'est sur les 5 années globales. Mais si c'est sur les 4 années, ça veut dire que tu es à 12 millions et demi d'amortissement, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu perds 2 millions et demi. Mais bon, on sait très bien que les économies, on les fait sur la masse salariale parce que Icardi, c'était quand même 10 millions de salaire que le PSG crachait. En brut, c'était ça. Hein. Et franchement, ça m'étonne. Parce que je l'ai répété plusieurs fois en vidéo. Je me suis trompé pour une fois, je l'avoue. Je pensais sincèrement que Galatasaray n'allait pas réussir à signer Icardi. Parce que je rappelle quand même que cette année, le prêt, c'était quoi? Le PSG qui paye 6 millions et demi net, donc en net, 6 millions et demi du salaire. Et Galatasaray qui paye 750 000. Ah bah là, je me suis dit, les gars, Galatasaray qui paye 10% du salaire, mais je voyais pas dans quel monde Icardi signe là-bas. Visiblement, il a fait des efforts. Peut-être pas à exclure, le PSG lui a payé une indemnité, peut-être sa dernière année de salaire, je sais pas, parce que comme on a fait à Herrera, alors après Herrera, c'était pas un transfert, c'était une résiliation de contrat, mais Herrera, faut savoir qu'il y a eu des rumeurs assez fondé comme quoi on lui a payé la dernière année de contrat. Alors, j'exclus pas ça. Peut-être qu'on va en savoir un peu plus dans les prochains mois pour Icardi. Mais franchement, ça me paraît assez fou. Surtout qu'en plus, ils ont pété 22 millions sur Zaniolo qui s'est fait les croiser 2 fois il y a quelques mois. C'est franchement pas mal. Alors, si en plus, ils nous prennent Paredes comme certains médias en parlent, bon, alors 6 millions d'indemnité, c'est sûr que c'est pas le bout du monde. Mais au moins, tu t'économises. Pareil, c'était 8 millions son salaire à lui, Paredes. Donc voilà, tu fais quand même quasiment 20 millions d'économies sur ta masse salariale. C'est plutôt pas mal. Surtout pour Galatasaray, voilà, club qui n'a pas non plus les finances du siècle. Donc je suis vraiment assez surpris, positivement, parce qu'en plus le Tandy, il a dit, voilà, ça devrait être fait. Je me demande s'il n'y a pas eu le Here We Go de Fabrizio Romano. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très prochainement pour continuer à traiter l'actualité du PSG, qui, on l'espère, va être un peu moins polluée par cette guerre menée et par le club et par le joueur, avec Mbappé, bien évidemment. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.